Lorsque vous avez une base de données pour pouvoir faire un modèle de machine learning, après avoir défini le contexte, après avoir compris la problématique, après avoir nettoyé les données, la rendre de bonne qualité, la première question à laquelle vous devez absolument répondre est celle de savoir à quoi ressemble l'individu moyen de ma table. Et surtout, comment se dispersent les autres individus par rapport à cet individu moyen. C'est ce qu'on appelle les analyses univariées. Lorsque vous terminez les analyses univariées, est-ce que vous savez quelle est la deuxième question que vous devez absolument vous poser? En fait, c'est très simple. Vous devez absolument savoir quelle association existe entre les caractéristiques des différents individus de ma table. Quelle est la relation qui existe entre les différentes variables de ma table sur le plan bivarié. Donc, vous devez faire ce qu'on appelle l'analyse bivariée. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire des analyses bivariées de qualité. On va voir ensemble les graphiques pertinents à mettre en place suivant le type de variable qualitatif, quantitatif, 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 qualitatif, qualitatif. Quels tests on doit mettre en place pour pouvoir valider ce qu'on a observé sur le plan visuel? Quelles sont les conditions? Quelles sont les hypothèses? On voit ça tout de suite sur le notebook que j'ai préparé pour vous. Comme je le disais en introduction, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on analyse la liaison qui existe entre les différentes variables. Commençons tout de suite avec la relation entre deux variables quantitatives. Lorsqu'on analyse la relation entre deux variables quantitatives, le réflexe que vous devez avoir, c'est de commencer par une analyse visuelle, c'est-à-dire d'analyser le nuage des points de deux variables. Ici, on va le faire avec la base de données Iris. J'ai déjà tout préparé, je vais juste exécuter. Iris, on va faire des scatter plots entre toutes les variables. Donc, premier réflexe, c'est j'analyse le nuage de points qui existe entre les deux variables. On va prendre l'exemple de la taille du pétale et la largeur du pétale. Sur cette analyse graphique, j'observe que plus la taille du pétale augmente, plus sa largeur augmente également. Vous voyez, on peut faire une ligne droite ici, c'est presque linéaire. Pareil ici sur la largeur du pétale et la taille du sépale. Plus la taille du sépale est importante, plus la taille du pétale également est importante. Donc sur le plan statistique, sur le plan descriptif, on peut dire qu'il y a une relation linéaire entre la taille du pétale et la largeur du pétale. Ça, c'est les soupçons qu'on a. Pour pouvoir confirmer ce soupçon, en fait, en statistique, il faut mettre en place ce qu'on appelle des tests. Et lorsqu'on a des variables quantitatives, il y a deux types de tests que vous pouvez mettre en place. Le premier, c'est ce qu'on appelle le test de corrélation de Pearson. C'est le plus connu. Celui-ci mesure la relation linéaire qui existe entre deux variables. J'insiste bien sur le terme linéaire. Pearson est utilisé uniquement lorsque les deux variables ont une relation linéaire. Si on revient sur ce graphique ici, Pearson peut être très adapté ici parce qu'on voit presque une relation linéaire entre les deux. Par contre, ici, la relation est monotone, mais elle n'est pas forcément linéaire à cause de là. Donc, retenez que Pearson s'utilise pour des corrélations linéaires. Et il y a trois conditions d'utilisation de Pearson. Première condition, déjà, la variable doit être quantitative et continue. La variable doit être quantitative et continue, c'est très important. Quantitative et continue. Deuxième point important, c'est que la distribution des deux variables doit être normale. Donc, le test de Pearson, c'est un test paramétrique qui repose sur l'hypothèse de normalité. Lorsqu'on calcule le coefficient de corrélation de Pearson, on a une valeur qui va être comprise entre -1 et 1. Plus cette valeur est élevée, plus la corrélation entre les variables est forte. Par exemple, ici, si on a une coefficient de corrélation proche de 1, ça veut dire qu'on a une corrélation positive entre les deux variables. En général, le seuil choisi, c'est soit 0,5, 0,6. Bref, au-delà de 0,6, ça veut dire que la relation est déjà forte et positive. Lorsque la corrélation est inférieure à -0,6, la corrélation est forte et négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une variable augmente, l'autre diminue. Ici, on peut poser l'hypothèse que la corrélation entre ces deux variables est plutôt positive parce que lorsque la taille du pétale augmente, sa largeur augmente également. Ici, on n'a malheureusement pas de relation négative. Oui, on n'en a pas. Bon, ici, on peut voir à peu près une relation négative, mais ce n'est pas forcément linéaire. Donc, lorsque une variable diminue, l'autre augmente. C'est à peu près ça la relation négative. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place un test de Pearson? Comme je vous l'ai dit, le test de Pearson repose sur la normalité. Donc, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'analyser la normalité des deux séries. Ici, on va prendre la longueur du sépale et la taille du pétale. On va analyser la normalité des deux séries. On va d'abord, premièrement, tracer l'histogramme. Je pense que c'est dans la vidéo que j'ai faite hier, je vous ai montré à quoi ressemble une loi normale. Et ça, typiquement, ce n'est pas une loi normale parce que, ce n'est pas symétrique. En plus, ce n'est pas centré autour de la moyenne. C'est un peu bizarre, cette loi. C'est pas vraiment une loi normale. Donc, visuellement, c'est pas une loi normale. Pareil pour la taille du pétale. Ici, vous voyez, c'est une forme un peu particulière. C'est pas vraiment normal. Donc, sur le plan visuel, on peut se douter que la normalité n'est pas vérifiée. Mais pour confirmer, à chaque fois,
le visuel vous donne une intuition, vous devez confirmer avec le test. Ici, j'ai confirmé avec un test qu'on appelle le test de Shapiro. Vous avez la p-valeur jusqu'ici. Vous voyez que la p-valeur est inférieure à 0,5. On rejette l'hypothèse nulle. Dans les deux cas, ça veut dire que l'hypothèse nulle, qui est l'hypothèse de normalité, j'ai rejeté. Donc, la taille des pétales et la taille des sépales ne suivent pas une loi normale. Donc, théoriquement, le test de Pearson n'est pas très adapté dans ces conditions. On va quand même le faire. Vous allez voir. Lorsqu'on fait le test de Pearson, on a une statistique qui est 0,87. C'est proche de 1. Donc, on a une forte relation linéaire positive entre la taille du pétale et la taille du sépale. C'est ce qu'on observait d'ailleurs juste sur le graphique ici. Donc, la relation elle est très forte. Et en plus, on interprète également ceci, la p-valeur, qui est inférieure à 0,05. Ça veut dire que la relation est significative. Mais étant donné que la normalité n'est pas vérifiée, le test de Pearson n'est pas très adapté. Pour contourner ce problème, il y a un deuxième test que vous devez connaître en matière de variables quantitatives. C'est la corrélation de Spearman. En fait, la corrélation de Spearman, déjà premier point, analyse la relation monotone et non linéaire, c'est-à-dire monotone, ça peut être croissant, soit décroissant, pas forcément linéaire, entre deux variables. Donc, corrélation de Spearman analyse la relation monotone entre deux variables. Et en général, on l'utilise sur les variables quantitatives ou ordinales. Contrairement à Pearson, qu'on utilise uniquement sur les variables quantitatives continues, Spearman, on peut l'utiliser sur la variable ordinale. Spearman ne repose pas sur l'hypothèse de normalité comme Pearson, donc ça peut être une bonne alternative. Et voilà globalement ce que vous pouvez dire. Plus c'est élevé comme Pearson, plus la relation est forte entre les deux variables. On va mettre en place ici, on va mettre en place un test de Spearman entre ces deux variables. Là, je ne l'ai pas fait. On va le faire ensemble en même temps. Tac, je vais ajouter ça là. Ah oui, je l'ai là. OK. On a la corrélation de Spearman entre les deux variables. Tac, si j'exécute, vous voyez, on a une relation de 0,88 et qui est significative parce que la p-valeur est inférieure à 0,05. Donc, il y a une forte relation positive monotone entre la taille du pétale et la taille du sépale. Une autre corrélation que vous devez également connaître, qui est la sœur jumelle de Spearman, c'est également le taux de Kendall qui mesure la relation monotone aussi. On peut l'utiliser sur les variables quantitatives ou ordinales. La normalité n'est pas nécessaire. Et voilà, plus c'est élevé, plus vous avez des valeurs. Plus c'est élevé, plus vous avez une forte relation. Si on fait Kendall entre sépale et pétale, vous voyez que la corrélation de Kendall est à 0,7, ça indique également une forte relation entre les deux variables. Donc, pour résumer, lorsqu'on analyse deux variables quantitatives, on commence d'abord par le nuage de points, l'analyse visuelle. Deuxième étape, on analyse la normalité pour voir si le test de Pearson est adapté. Si le test de Pearson, la normalité ne passe pas, on fait le test de Spearman qui mesure la relation monotone, pas forcément linéaire, entre deux variables. Il y a également l'alternative Kendall qui est intéressante sur des variables ordinales. Donc voilà globalement ce que j'ai à dire sur les variables quantitatives. Maintenant, passons sur la variable qualitative. En termes de variables qualitatives, le premier point que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que on ne parle pas de corrélation sur les variables qualitatives. Le terme corrélation est adapté uniquement sur des variables quantitatives. Lorsqu'on a affaire à des variables qualitatives, c'est-à-dire qui ont des modalités qu'on ne peut pas quantifier, on parle plutôt d'association ou tout simplement de liaison. Là, pareil, si on veut analyser la liaison entre deux variables qualitatives, le réflexe que vous devez avoir, c'est je commence d'abord par faire une analyse graphique. Et dans les variables qualitatives, on a vu ça dans la vidéo de la dernière fois, on commence par faire un bar plot. Donc ici, on va travailler avec la bibliothèque Titanic. On va essayer d'analyser la relation entre la classe de voyage et le sexe de la personne, de l'individu. On commence toujours par l'analyse graphique. Ici, on va faire le bar plot. On commence d'abord par analyser sur le plan graphique. Ce qu'on observe sur ce graphique, c'est que, en général, la plupart des personnes qui prennent des billets en troisième classe, ce sont des hommes, la grande majorité. En première classe, ce sont des hommes également. En fait, on a l'impression que il y a plus d'hommes qui prennent en fait des billets en troisième catégorie. Pour pouvoir confirmer cette intuition, ça c'est une intuition visuelle en fait, ça c'est une intuition visuelle, il faut confirmer cela par un test de Ki-2. Donc, le graphique vous donne l'intuition, là j'aurais dû mettre les proportions, mais bon, on va aller comme ça. Le graphique vous donne l'intuition, maintenant vous devez confirmer cette intuition par un test de Ki-2. Le test de Ki-2 c'est un test qui vous permet d'analyser l'association entre deux variables qualitatives. Il y a deux conditions que vous devez connaître, bien sûr, la variable d'être qualitative. La deuxième condition c'est que tous les groupes dans la variable doit avoir au moins 5 modalités. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'appelle par groupe. Donc, pour le faire, il y a la bibliothèque SciPy-Stat. Vous avez Ki-2 Contingency qui vous permet de faire le test de Ki-2. Pour faire le test de Ki-2, on commence donc par créer le tableau de contingence. Bon, je vais couper ça comme ça. Je vous montre ce que j'appelais en fait
dans les groupes. Tac, je mets ça là. OK. On commence par créer le tableau de contingence avec la librairie Panda. Tac. Ça, c'est le tableau de contingence qui donne en fait le nombre d'individus dans chaque groupe. Et lorsqu'on veut faire le test de Key 2, il faut que dans chaque carré que vous voyez ici, on ait au moins 5 modalités. Sinon, le test de Key 2 n'est pas adapté. L'alternative, c'est le test de Fisher, qu'on ne va pas parler. On ne va pas parler du test de Fisher ici. Mais retenez qu'il faut au moins 5 modalités dans chaque groupe pour pouvoir faire un test de Key 2. Pour faire le test de Key 2, c'est que vous avez la fonction Key 2 contingency. Vous mettez le tableau de contingence et après, vous avez toutes les informations. Donc ici, on a la p-valeur du test qui est 0,02. Ça veut dire que c'est inférieur à 0,05. Donc, on peut dire qu'il y a une association entre le sexe et la classe d'âge, ce qui peut confirmer l'analyse visuelle qu'on a fait au départ. Donc, première étape, j'ai fait mon analyse visuelle. Deuxième étape, je confirme cela par le test. Vous avez vu tout à l'heure, dans la partie quantitative, lorsqu'on pouvait interpréter la valeur du coefficient de corrélation, en fait, plus c'était élevé, plus l'intensité de la relation était forte. Par contre, dans le test de Key 2, on va juste dire qu'il y a une liaison, mais on ne connaît pas quelle est l'intensité. Pour connaître l'intensité, vous avez deux métriques qui sont très importants. Il y a ce qu'on appelle le V de Kramer. Le V de Kramer, c'est cette grandeur qui vous permet de quantifier l'intensité de la relation qui existe entre deux variables qualitatives. Donc, condition d'utilisation, c'est qu'on a déjà mis en place un Key 2 qui est significatif, parce que si le Key 2 n'est pas significatif, le V de Kramer n'est pas pertinent. Et plus le Kramer est élevé, plus l'association est forte. En général, le seuil que moi je choisis, c'est 0,60. Et pareil, là, je vous ai préparé le code qui vous permet de faire une association de V de Kramer. Là, on a un V de Kramer à 0,13 qui est inférieur à 0,5. Ça veut dire que la relation est significative, mais n'est pas forcément très importante. Donc, il n'y a pas forcément une forte relation entre la classe et le sexe dans le bateau Titanic. Vous avez également le T de Tupro, qui est une alternative au V de Kramer lorsque le nombre de modalités entre les variables n'est pas le même. Par exemple, ici, on a 2 modalités sexe, on a 3 modalités pour la classe. Dans ces contextes, c'est souvent mieux de mettre le V de Kramer lorsque le nombre de modalités, le T de Tupro, lorsque le nombre de modalités est déséquilibré. Donc, pour faire le T de Tupro, ici, je vous ai préparé également le code qui le fait déjà. On va juste l'exécuter. Vous aurez le notebook comme d'habitude. On a un T de Tupro qui est autour de 0,13, à peu près comme le V de Kramer. En fait, on interprète de la même manière, plus c'est proche de 1, plus l'intensité de l'association est importante. Donc ici, elle n'est pas très importante. Donc voilà, 3 points à retenir pour les variables qualitatives. On commence par faire l'analyse visuelle avec un diagramme en bas. Ensuite, on fait un test de Key 2. Si c'est significatif, on fait un V de Kramer pour pouvoir analyser l'intensité de la relation. Et plus le V de Kramer est important, plus la relation est importante. Troisième point, si le nombre de modalités entre les deux groupes est déséquilibré, on privilégie le T de Tupro qui est aussi compris entre moins 1 et 1. Plus c'est élevé, plus l'intensité de la relation est élevée. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie qui est l'analyse de l'association entre les variables qualitatives et une variable quantitative. On a vu lorsqu'on a 2 variables quantitatives, on sait qu'il y a Pearman, Pearson, 2 variables qualitatives, on a Key 2, Kramer, Tupro. Lorsqu'on a 2 variables qualitatives, c'est le même principe. Pardon, une variable qualitative et une variable quantitative, c'est exactement le même principe. On commence toujours par faire une analyse graphique, les gars. Toujours commencer par une analyse graphique. Lorsque la variable est qualitative et l'autre est quantitative, l'analyse graphique que je recommande, c'est de faire un box plot bivarié comme ici. Ici, on travaille en fait sur la table iris avec la taille d'espèce, entre la taille d'espèce et la longueur des sépales. Première analyse, j'ai fait mon box plot qui me permet d'avoir l'intuition. Ici, je vois par exemple qu'en général, les fleurs Setosa ont tendance à avoir des sépales plus faibles. Les fleurs vésicolores ont tendance à avoir des longueurs de sépales plutôt moyennes, mais plus élevées que les fleurs Setosa. Et les fleurs Virginica ont des longueurs de sépales plus élevées que toutes les autres fleurs. Donc l'hypothèse sur le plan descriptif que je vais te faire ici, c'est qu'il y a une relation entre le type d'espèce et les sépales. On voit bien que les fleurs Virginica ont des tailles de sépales plus élevées. Ça, c'est visuel, ça, c'est l'intuition, il semble. Maintenant, pour confirmer cette intuition, il faut absolument que vous mettiez en place ce qu'on appelle des tests. En matière de tests, il y a plusieurs types de tests lorsqu'on a une variable qualitative et une variable quantitative. Le premier test que je vous recommande, c'est le test de Suden. En général, le test de Suden est adapté lorsqu'on a seulement 2 modalités. Ici, on en a 3, donc c'est pas forcément le test de Suden que vous allez utiliser, mais on va quand même l'utiliser en filtrant sur Virginica. On va utiliser uniquement Setosa et Vesicolum. Donc, premier test, c'est le test de Suden si on a 2 modalités de la variable qualitative.
Le test de Student, c'est quoi? Ça permet juste d'analyser en fait si la moyenne de la variable quantitative est la même dans les deux groupes. En gros, est-ce que la moyenne de la taille de sépales est la même chez Setosa que chez Vesicolor? Donc, ce test de Student, comparaison de moyenne entre deux groupes. Ce test, c'est un test paramétrique. Donc, lorsqu'on parle de test paramétrique, en général, vous allez voir, il y a la normalité. Donc, avant de faire un test de Student, il faut absolument vous rassurer que les deux séries que vous étudiez, Setosa et Vesicolor, sont normalement distribuées. Et là, c'est pareil, lorsque la p-valeur est inférieure à 0, on rejette l'hypothèse nulle. Ça, c'est un peu abusé, mais on accepte en fait que la variable est significative. Donc, comme je disais, on commence donc par créer notre base de données, tac, avec les différentes fleurs. On prend Iris, on a Setosa, on a Virginica, pardon. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de commencer par vérifier la normalité. Donc ici, on va vérifier la normalité de la base de données. Ici, juste comme ça. Là, si on regarde ici, on a le résultat de Shapiro. Toutes les p-valeurs sont supérieures à 0,5. Ça veut dire qu'on accepte l'hypothèse nulle dont la normalité est vérifiée sur la base de données. Donc, on peut a priori utiliser le test de Student. Et si on fait le test de Student ici, vous voyez la p-valeur est inférieure à 0,05. Ça veut dire que la taille des sépales chez Setosa et Virginica sont statistiquement différents au regard de l'échantillon qu'on a utilisé. Donc voilà. Si par exemple le test de normalité n'est pas vérifié, il y a une autre alternative au test de Student que je vous recommande qui est non paramétrique. C'est ce qu'on appelle le test de Mann-Whitney-Wilcoxon. En fait, le test de Mann-Whitney analyse en fait la distribution. Est-ce que la médiane entre guillemets des deux groupes est identique? Donc pour faire ça, il y a la fonction Mann-Whitney dans la package stat. Pareil ici, le test de Mann-Whitney est inférieur à 0,5. Ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a un lien entre les deux variables. Donc, les fleurs Setosa et Virginica semblent avoir des tailles de sépales différentes. Exactement. Donc, on peut confirmer en fait l'intuition sur le plan graphique qu'on a eu. Lorsqu'on a ici, on a fait uniquement sur deux fleurs, Setosa et Virginica. Si je voulais faire directement l'analyse sur Setosa, Virginica et également Vesicolor, il faut absolument que je fasse ce qu'on appelle soit l'ANOVA, soit le test de Kruskal-Wallis. En fait, l'ANOVA va permettre de comparer les différences dans plusieurs groupes simultanément. Student, 2 groupes, ANOVA, 3 groupes. Et voilà. L'ANOVA repose sur l'hypothèse de normalité comme le test de Student. Et ça repose en plus sur l'hypothèse d'égalité des variances. En gros, la variance de la variable qu'on souhaite analyser doit être la même dans tous les groupes lorsqu'on fait l'ANOVA. Pour faire l'ANOVA, vous avez F1 way du package stat. Ici, j'ai déjà mis les codes, vous allez pouvoir analyser. Ici, on voit que la p-valeur est inférieure à 0,05, dont la différence est statistiquement significative. On peut dire que la taille de sépales entre Setosa, Virginica et Vesicolor sont statistiquement différents. Je vous ai dit, ANOVA dépend de l'hypothèse d'égalité des variances. Pour pouvoir vérifier si mon ANOVA est cohérent, il faut que je mette en place ce qu'on appelle le test de Leven. Le test de Leven analyse en fait l'égalité des variances entre les différents groupes. Là, je vous ai mis le code qui permet de le faire. Vous pouvez le réutiliser dans vos travaux. Ici, le test de Leven est 0,002. Ça veut dire que l'hypothèse 0, on la rejette, entre guillemets. Donc, ça veut dire que la variance n'est pas égale. Lorsque la variance n'est pas égale, l'ANOVA n'est pas valide. Il faut choisir un test non paramétrique. L'alternative non paramétrique du test d'ANOVA, c'est le test de Kruskal-Wallis. Le test de Kruskal-Wallis va analyser plutôt la médiane. ANOVA va analyser la moyenne. Le test de Kruskal-Wallis va analyser la médiane entre les différents groupes. Ici, on en a 3. Si on veut faire le test de Kruskal-Wallis, on a une différence qui est statistiquement significative. Ça veut dire que la taille des sépales des différentes fleurs est statistiquement différente. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ce que vous devez absolument retenir de cette vidéo, c'est premièrement, on commence toujours par une analyse visuelle qui nous donne une intuition qui est confirmée ou infirmée par un test statistique. Lorsqu'on a deux variables quantitatives, commencez par faire un nuage de points. Suivez par cela par un test de Spearson qui analyse la relation linéaire entre deux variables normalement distribuées. Passez par un test non paramétrique comme le test de Spearman qui analyse la relation monotone entre deux variables quantitatives. Vous avez également l'alternative du test de Kendall qui analyse également la relation monotone. Lorsque la variable est qualitative, commencez par faire un bar plot, ensuite faites un test de Kidder qui vous dit s'il y a une association entre les deux variables. Si l'association est confirmée, mettez en place un V-diagramme qui va vous donner l'intensité de cette association.
Enfin, lorsqu'on a une variable qualitative et une variable quantitative, ça dépend du nombre de modalités. Si vous avez 2 modalités sur la variable qualitative, faites un test de student au cas où la normalité est vérifiée. Si la normalité n'est pas vérifiée, faites un test de Mann-Whitney-Wilcoxon. Voilà. Lorsque vous avez plus de 3 modalités, faites soit la NOVA, si la normalité et l'égalité des moyennes, l'égalité des variances, est vérifiée. Sinon, faites un test de Kruskal-Wallis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo, ce que vous avez appris. On se dit à demain pour la suite de nos aventures. Bye.